Bonjour à tous. On m'a fait signe que la vidéo, la visio avait débuté. Donc bonjour à ceux qui sont en ligne. On a ce format hybride auquel on s'habitue tous. Et puis dans la salle, nous sommes une petite trentaine pour pouvoir participer à cette deuxième session. Donc, parmi les thèmes retenus pour ces nouvelles journées scientifiques, il y avait bien sûr le VIH, avec plusieurs topos d'actualité. Alors, je commodère avec Maxime Edzin. Je me suis fait expliquer la prononciation avant pour éviter de mal prononcer. Donc, Maxime est PH à Reims et revient d'un séjour d'échange dans le service d'Alexandra Calmy à Genève. Alors, on va pouvoir commencer peut-être le premier exposé. Le premier exposé, c'est sur la résistance aux ARV dans les pays du Sud. Où en est-on? L'orateur est Mounirou Salou. Mounirou Salou est professeur de microbiologie au Togo, à Lomé, un laboratoire qui s'appelle Biolim. C'est quelqu'un qui collabore depuis très longtemps à travers le réseau ANRS sur la résistance aux antirétroviraux. Et il va nous faire le point justement sur cette résistance. Alors je ne sais pas si nous avons Maxime. Si c'est bon? Mounirou? Ok, donc allez-y. Pour la parole donnée. Je suis Mounirou Salou, professeur de bactériologie et virologie à l'Université de Lomé et responsable du Centre national de référence pour le VIH, les hépatites virales et les IST au niveau du programme de lutte contre le sida. Je voudrais remercier les organisateurs pour la parole donnée cet après-midi pour parler d'un thème sur la résistance aux ARV dans le sud où est-ce que nous en sommes. Pour donc cette présentation, je nous propose d'adopter le plan suivant. Les principaux faits qui marquent l'infection à VIH depuis la découverte du virus en 1983 montrent qu'en fin 2021, 38,4 millions de personnes vivant avec le VIH, dont les 2 tiers sont dans la région OMS Afro. Et en fin 2020, on notait 27,5 millions de personnes qui recevaient un traitement antirétroviral dans le monde. Ici, nous pouvons voir l'historique de l'accès au traitement du VIH dans les pays aux ressources limitées. Depuis le constat fait à Vancouver en 1996, progressivement entre ONG, structures publiques, de la prévention au traitement, nous sommes arrivés à 15 millions de personnes sous ARV autour de 2015. Et les guides ont été élaborés au niveau de l'OMS pour faciliter le management de l'infection à VIH. Vous pouvez voir le guide de 2002 jusqu'en 2013, en passant des critères de mise sous traitement, les CD4, jusqu'à la charge virale qui est passée à 1000 copies pour définir le seuil de succès virologique dans les pays aux ressources limitées. Et l'historique de cet accès aux ARV au Togo donne ceci, schéma qui reste applicable à l'ensemble des pays de la région. Vous pouvez voir en 2003, on mettait sous traitement les sujets qui avaient des CD4 inférieurs à 200 et aujourd'hui en 2018, jusqu'à maintenant, nous sommes dans le test N-TREAT et ce guide de prise en charge a été révisé au Togo en 2019. Concernant les protocoles ARV, comme on peut le voir aujourd'hui pour le Togo en 2021, en première ligne, nous avons plus de 97% des sujets qui sont sous des schémas thérapeutiques à base de dolutegravir. Alors, nous devons à présent parler des données relatives à la résistance aux ARV et pour cela, nous allons nous fonder sur la stratégie de l'OMS. L'OMS, dans son plan d'action quinquennal de 2019 à 2023, demande de surveiller la résistance chez les personnes récemment infectées, chez celles qui sont sous traitement, chez les enfants nés de mères infectées et chez les personnes qui sont dans des traitements prophylactiques de prévention de l'infection à VIH. Et par ailleurs, il y a les indicateurs d'alerte précoce à surveiller. Ainsi donc, l'essentiel de nos propos va être basé sur le rapport de la résistance aux ARV publié par l'OMS en 2021. Nous commencerons par l'état de la résistance initiale chez les populations pédiatriques d'âge inférieur à 18 mois, c'est-à-dire les enfants nés de mères infectées. Comme on peut le voir globalement sur cette diapositive, vous avez à peu près dans tous les pays où les enquêtes ont été réalisées entre 2012 et 2020, à peu près 50% des enfants
qui sont résistants aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. L'étude la plus récente, qui est celle réalisée au Kenya, donne résultats pratiquement similaires. En ce qui concerne la résistance aux inhibiteurs nucléosidiques, comme le montre le graphique de droite, le niveau de résistance à ces molécules est supérieur à 10% et reste inférieur à 15%. Ici, sur cette étude, on peut remarquer que pour des pays comme le Nigeria et le Malawi, qui ont réalisé les enquêtes après avoir adopté le traitement à vie, ces niveaux de résistance sont autour de 22 à 25% pour ces inhibiteurs non nucléosidiques. Et la conclusion est que, sur la base des résultats les plus récents d'enquêtes menées dans 10 pays d'Afrique subsaharienne, près de la moitié des nourrissons qui sont diagnostiqués positifs pour le VIH sont infectés par des virus résistants aux médicaments avant d'entamer le traitement. En ce qui concerne la résistance pré-thérapeutique chez les adultes, on peut noter que dans les pays de la région OMS-Afro, le taux de résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques varie de 10 à 15%, ce qui est déjà supérieur au seuil préconisé pour aller vers des régimes à base de dolutegravir. Et on peut le constater, on n'a pas de résistance à cette molécule dans la région. Ici, cette diapositive, c'est pour montrer les cas détaillés de ces enquêtes-là. Vous pouvez voir à gauche que les pays encadrés en rouge sont ceux pour lesquels déjà, dans ce rapport, le taux de résistance est supérieur à 10%. Et à droite, il s'agit juste de comparer la résistance entre les femmes et les hommes. Cette revue montre effectivement que globalement dans la région Afro, le taux de résistance aux ARV est supérieur à 10% dans la plupart des régions. Il reste l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest où la résistance est autour de 9,4%. On note ici, à travers cette étude réalisée au Malawi, la nécessité d'adopter des régimes de première ligne à base de dolutegravir, d'autant plus que chez les sujets qui sont nouvellement infectés, comme rapporté dans le rapport de l'OMS, vous avez 11% de sujets qui ont déjà une résistance pré-traitement aux inhibiteurs non nucléosidiques. Et lorsqu'on s'intéresse au polymorphisme, on peut se retrouver à 20%. En ce qui concerne la résistance acquise chez les enfants, les adultes et les adolescents, l'étude de la résistance va se baser d'abord sur la suppression de la charge virale. On ne mènera des études que chez les individus qui ont une charge virale positive et ici le seuil est fixé à 1000. Et globalement, pour ces pays de la région, on note qu'il s'agisse de 12 mois ou à 48 mois que le taux de succès virologique reste supérieur à 90%. Toutefois, on note des mutations de résistance chez les sujets qui sont en échec virologique autour de 90% à la rifavirin et à la névirapine, et ces chiffres restent pratiquement les mêmes qu'il s'agisse de traitement après 1 an ou après 48 mois, comme le montre la figure de droite. Et on note des résistances aux molécules comme le ténophobie, la lamivudine et l'emcitabine. Ici, cette étude réalisée en Afrique du Sud nous montre que sur 144 participants inclus sous traitement, pour 80% de sujets séquencés, soit 115, il y avait 92,2% qui présentaient des mutations de résistance. Et globalement, il n'y avait pas trop de différence chez les sujets en première ligne que chez les sujets en deuxième ligne en termes de résistance aux inhibiteurs de la reverse transcriptase. Quelques sujets avaient des résistances aux inhibiteurs de protéase. Un mot sur la suppression de la charge virale chez les enfants. Peu de pays ont renseigné, seul la Zambie a renseigné cet indicateur pour le dernier rapport, et le taux de charge virale supprimée reste largement inférieur chez les enfants comparé aux adultes, et il est de 69% après 1 an et de 68% après 3 ans chez ces enfants. Et ce qu'on note, c'est que la charge virale est davantage supprimée chez les enfants qui ont un régime, un traitement à base de dolutegravir. On note une prévalence de charge virale supprimée à 92%, comme cela est indiqué sur cette diapositive.
Concernant la résistance parmi les populations utilisant une prophylaxie pré-exposition, il faut noter qu'il y a plusieurs stratégies. Celle orale basée sur le tenofovir, le FTC, montre que la résistance à la PrEP orale est plus susceptible de se produire lorsqu'elle est commencée dans le cadre d'une infection non diagnostiquée, d'où l'intérêt du dépistage. Par ailleurs, l'infection par le VIH de type sauvage est rare dans cette situation de prophylaxie. Et ce qu'on a pu noter, la résistance dans les contextes de déploiement peut être différente de ce qui a été observé dans les essais avant adoption. L'autre stratégie, c'est l'anneau vaginal à base d'apivirine, qui est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Ici également, le risque de sélection d'une résistance à ces inhibiteurs avec séroconversion sur l'anneau est faible. Et le risque de transmission de sélection d'un virus hautement résistant dans les contextes de déploiement n'est pas encore connu. Et la dernière stratégie basée sur le cabotegravir injectable à action prolongée montre que le diagnostic de l'infection par le VIH pourrait être retardé chez les personnes qui deviennent séropositives alors qu'elles prennent du cabotegravir longue action. Il existe un risque de sélection de résistance au cabotegravir pendant une infection non diagnostiquée. Et dans plus de la moitié des cas infectés, une résistance au cabotegravir a été détectée. Dans cette enquête réalisée entre décembre 2017 et juillet 2021 en Afrique du Sud, en Eswatini, au Kenya et au Zimbabwe, sur 118 cas de séroconversion testés pour la résistance aux ARV, 23% présentaient des mutations de résistance associées au tenofovir avec 4 doses hebdomadaires ou plus. De ces données de la résistance, il ressort que selon les recommandations de l'OMS, l'on devrait donc plus avoir dans les pays du Sud des traitements à base du dolutegravir. Ainsi donc, dans l'optique, dans la perspective de cette option, nous avons réalisé en 2019 une étude au Togo pour des projections en partant de 1681 PV-VIH et sur la base du taux d'échec virologique à 1000 copies, nous avons inclus 320 sujets pour lesquels 200 ont bénéficié des tests de génotypage, en rappelant que la majorité de ces patients étaient sous traitement à base d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et 16,5% étaient à base d'inhibiteurs de protéase. Suite aux données de résistance, aucune résistance au dolutegravir n'a été prédite. Seulement quelques mutations mineures associées à une résistance ont été observées chez 22 sujets. Et lorsqu'on fait des prévisions, en cas de passage à un régime à base de dolutegravir plus de l'AZT ou l'abacavir plus de 3-TC, seulement 23,9% des patients seraient d'emblée sensibles à notre trithérapie. Si on faisait le switch en se basant chez les adolescents et chez les adultes sur la charge virale supérieure à 1000 copies, avec une deuxième ligne à base de dolutegravir, 31% des patients suivant une monothérapie et 44,6% une bithérapie. Si l'on n'avait pas accès à la charge virale et qu'on passait les adultes et les adolescents au TLD, 80 patients en échec virologique, soit 47,6% seront sous monothérapie de dolutegravir. Et chez l'enfant, si ce switch était fait sans charge virale, tous seront sous dolutegravir en monothérapie. Chez les enfants en échec virologique, 3 sur 13 seront sous une monothérapie à base de dolutegravir. Il faut dire que les données sur la résistance du VIH au dolutegravir en Afrique restent rares en ce moment. Une étude réalisée au Malawi, publiée en 2022, montre que sur 6462 patients éligibles, de patients sous traitement à base de dolutegravir, 33 échantillons ont été sélectionnés, dont 27 séquencés et 8 avaient une résistance au dolutegravir. Ici, c'est un cas particulier d'un patient camerounais qui a eu un long parcours de 65 ans, qui a fait 3 tests de génotypage et qui montre que finalement, il n'est plus sensible à aucune des molécules disponibles dans le pays. Il est résistant au raltegravir, à l'abacavir et au dolutegravir. Donc, la résistance existe dans notre contexte à cette molécule. Mais pour le moment, la prévalence est un peu faible et très peu documentée. Lorsqu'on s'intéresse aux enfants et aux adolescents, cette revue rapportée par nos collègues de l'Ouganda montre que les régimes à base de dolutegravir, quelles que soient les études menées, donnent de très bons résultats pour l'instant. Et l'indétectabilité est bonne
Cela montre que les régimes à base de dolutegravir sont bons, performants pour l'instant, en tout cas. Cette étude en Tanzanie également montre que les régimes à base de dolutegravir sont intéressants chez les enfants et chez les adolescents si l'observance est bonne. L'adhérence au traitement peut aider à avoir de très bons résultats. Et ici, on se rend compte que pour ces enfants bénéficiant de régimes à base de dolutegravir, après 6 mois, ils étaient tous indétectables. Pour conclure, que retenir? Un nombre croissant de pays au sud atteignent le seuil de 10% de résistance pré-traitement au VIH, aux inhibiteurs non nucléosidiques, et que les personnes qui ont été déjà exposées à des médicaments antirétroviraux sont 3 fois plus susceptibles de développer une résistance à la classe des médicaments des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Sur la base des résultats les plus récents d'enquêtes menées dans 10 pays d'Afrique subsaharienne, près de 50% des nourrissons venant d'être diagnostiqués positifs pour le VIH sont infectés par des virus résistants aux médicaments avant d'entamer un traitement. Une résistance est plus susceptible de se développer lorsque la PrEP est commencée par un patient atteint d'une infection aiguë par le VIH non diagnostiqué. Le nombre de pays atteignant des niveaux élevés de suppression virale est passé de 33% en 2017 à 80% en 2020. Nous avons à peu près 90% des cohortes qui ont une charge virale supprimée sur la base de la charge virale inférieure à 1000 copies. L'atteinte de niveaux élevés de suppression de la charge virale chez les populations recevant un traitement antirétroviral prévient tout à la fois la transmission du VIH, la morbidité et la mortalité associée au VIH et l'émergence d'une résistance de VIH aux médicaments. La mise en œuvre de régimes à base de dolutegravir devrait s'accompagner d'un accès à la charge virale afin de réduire autant que possible l'émergence de la résistance aux inhibiteurs d'intégrase et atteindre le 3e 95 des objectifs de l'ONU-SIDA. Des études visant à quantifier les implications de l'utilisation de régimes à base de dolutegravir sous-optimaux sont nécessaires pour prévenir la transmission de souches résistantes au dolutegravir, comme cela a été le cas avec les régimes à base d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Je vous remercie pour votre aimable attention et nous rappelons que nous sommes disponibles pour répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, Mounirou, mais je crois que nous ne l'avons pas en ligne, c'est ça? Non, il n'a pas réussi à se connecter. On peut prendre quelques questions, on va essayer d'y répondre pour ceux qui souhaitent intervenir. Joseph Larmarange, qui est un chercheur de l'IRD du CEPED. Merci Eric. Alors c'est une question plus sur la question du cabotegravir injectable. Est évoqué, il y a un risque de résistance. La question que je me pose, c'est est-ce problématique? Ce que je veux dire par là, c'est on va avoir des personnes à qui on va proposer ce traitement qui vont empêcher des infections et un petit nombre vont avoir ce type de résistance. Est-ce que c'est une résistance qui va leur fermer complètement les portes à une prise en charge par la suite ou pas? En fait, ce qui est compliqué, je trouve parfois avec les résistances, c'est de savoir où situe le bénéfice-risque. Est-ce que là, il faut dire, le risque de résistance est trop problématique, il ne faudrait pas développer des programmes de cabotegravir ou alors à des populations bien sélectionnées? Ou est-ce que oui, il y a une résistance, mais finalement, elle n'est pas problématique au regard du bénéfice en face? Alors peut-être que cette question, on pourrait y répondre à la lumière de l'exposé de Roland Landman juste après. Et tu vas nous la reposer. Mais je pense que comme on va être éclairé par l'exposé de Roland. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des nouveautés concernant, des nouvelles études concernant les traitements dits suboptimaux dans l'efficacité des traitements suboptimaux comme ils sont désignés dans la présentation? Puisque finalement, c'est ce qu'on recommande de plus en plus dans les pays d'Afrique et de mettre en place des programmes de transition au dolutegravir sans prendre en compte les résultats de charge virale et sans faire d'adaptation à l'histoire thérapeutique du patient. Les bailleurs même font la promotion de cette approche. Si tu veux, par rapport à cette notion effectivement du switch vers le dolutegravir sans se baser sur les backbones, effectivement, c'est la stratégie. Il y a 2 études, il y a NAMSAL et Advance, qui ont eu cette stratégie, c'est-à-dire de ne pas faire de tests de génotypage à l'inclusion. Il y avait, dans l'étude d'Advance en Afrique du Sud, il y avait 3 bras, TDF, 3TC, efavirenz 600.
un bras avec à la place de l'efavirenz le dolutegravir et un bras à la place du TDF le TAF. Au Cameroun, c'était piloté par Mireille Mpoudi et Charles Coinfac. L'étude qu'on a faite, c'était 2 bras avec en parallèle l'EFA 400, beaucoup mieux toléré que l'EFA 600. Dans les 2 cas, ce qui est très intéressant, en particulier pour Namsal, lorsqu'on compare, il n'y avait pas de supériorité du bras dolutegravir sur le bras efavirenz. On a approuvé la non-infériorité, alors même qu'il y avait ces 10% de résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques en efavirenz et qu'il y avait pas mal de résistance aux 3-TC et au ténofovir. Et ça répond un petit peu à la réponse de Joseph sur entre la résistance théorique et le résultat en pratique, finalement, il y a un décalage. Par contre, sur le moyen terme, donc au début, à S48, vraiment, les résultats étaient identiques entre FA400 et dolutegravir. Sur le long terme, effectivement, on a eu des échecs viraux parce que ceux qui avaient effectivement accumulé pas mal de résistance se sont mis à avoir des échecs viraux dans le bras efavirenz. Dans le bras dolutegravir, on n'en a pas eu. Et ça, c'était la très bonne nouvelle par rapport à des switches, justement, à l'aveugle, où ça commençait. Par contre, là où il y a eu une mauvaise nouvelle par rapport à est-ce que le dolutegravir est la molécule qui nous fait qu'on n'aura plus de problème avec les résistances, la réponse a été clairement non par ces études parce qu'elles ont été faites sur 5 ans. Et au bout de 5 ans, on s'est aperçu de quoi? C'est qu'il y avait un syndrome métabolique avec une obésité chez 15 à 20% des femmes. Et donc avec un désir, quand on discute avec les collègues du Cameroun qui managent ces patientes, ce n'est pas moi, c'est Mireille Mpoudi ou Charles Coinfac, il y avait une demande des patientes pour revenir à l'efavirenz. Parce qu'elles supportaient mal, et à juste titre, cette obésité, et avec les risques en plus du syndrome métabolique. Donc ce qu'on a gagné du côté des résistances, on le perd en termes de tolérance sur le moyen terme. Et ça, Vive ne nous l'avait jamais dit. Pourquoi? Parce que c'était des tests, c'est des molécules qui avaient été testées chez les mecs, chez les hommes, et avec une charge virale faible. Dans le contexte africain, où une majorité de femmes avec un stade avancé de la maladie, on s'est aperçu que les résultats n'étaient pas du tout comparables. D'où l'importance, encore une fois, de cette recherche à faire au Sud, mais surtout, en termes de stratégie de santé publique, on voit que le dolutegravir n'est pas la panacée du futur. Il y a une vraie demande pour retourner à l'efavirenz à cause de cette tolérance. Donc là, je réponds à plusieurs questions en même temps, mais c'est pour te répondre par rapport au switch du dolutegravir. Oui, apparemment, ça peut se faire sans casse, sauf qu'à moyen terme, le gros problème, et si on le voit avec l'apparition des résistances au dolutegravir, il y a les études de monothérapie sur le dolutegravir qui montrent qu'il y a un risque d'échec. Et effectivement, si on a des patients qui ont à la fois des résistances en TNO et en 3-TC, on les met en monothérapie de fait de dolutegravir. Au début, ça va marcher, mais à moyen terme, point d'interrogation, on risque d'avoir là aussi des résistances à venir. Tout ça pour dire que l'histoire est loin d'être terminée par rapport aux résistances en Afrique. Je ne sais pas si... Alors, on a la chance d'avoir Mounerou Salou qui a pu se connecter. Donc, s'il y a des questions qui peuvent lui être spécifiquement posées, il est avec nous normalement. Mounerou, bonjour. Mounirou, tu nous entends? Non. C'est en cours. Ah. On peut peut-être revenir avec 25. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas Mounirou. On nous a dit qu'il était en ligne. Ah. Alors, son micro est muté, donc on attend qu'il puisse... Vous lui avez dit en ligne? Ah, Roland Landman est connecté aussi, super, parce qu'on n'était pas sûr. Bonjour Roland. Bonjour, désolé de ne pas être parmi vous, je me suis connecté. Tu as vu, il y a Joseph Larmarange qui t'a déjà préparé une question. Je ne sais pas si tu étais connecté, tu vas avoir le temps de la préparer, la réponse. Et Mounirou, on voit sur notre machine qu'il est connecté, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour Mounirou, le temps de préparer? Bon.
Éventuellement, moi j'aurais peut-être une question pour Muneru, mais que éventuellement dans la salle, on pourrait avoir des gens qui auraient la réponse. Est-ce qu'on a des données sur l'impact du switch au dolutegravir en première ligne, de manière générale, sur une éventuelle régression de la résistance sur les non-nucléosidiques qui pourra peut-être permettre des alternatives thérapeutiques à moyen terme, au moins chez ces patients? Je ne sais pas s'il y a des données dans cette optique-là. Vas-y. Ah oui, on va attendre. Non mais pose ta question le temps que Muneru, on reposera la question à Muneru, parce que visiblement il est en ligne, c'est quand même bête. Une petite question, c'est quel traitement donne-t-il au Togo pour les enfants nés de femmes séropositives actuellement? Parce que je n'ai pas suivi l'actualité, mais vu qu'il y a 50% qui ont des résistances au non-nuc, je voudrais savoir quelle stratégie ils ont adoptée. Je ne peux pas te répondre. Et malheureusement, on n'aura pas Muneru, c'est ça? C'est ça, il n'arrive pas à libérer son micro, donc on ne pourra pas avoir ses réponses.